Et il y a une chose qui m'a... Un acteur politique qui a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, pour détruire un peuple, il suffit d'une chose, détruisez l'éducation. Lorsqu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de jeunesse. Lorsqu'il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de relève. Lorsqu'il n'y a plus de relève, le peuple meurt. J'aime pas utiliser ce terme de monsieur quand je parle de lui parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je le considère carrément comme un ami, comme un frère. Donc notre compatriote Albert Moleka, je vais le présenter brièvement. Il a été le directeur, d'abord porte-parole, ensuite directeur de cabinet du président Étienne Tshisekedi. C'est une personne, lorsque nous nous sommes parlé, nous nous sommes dit simplement une chose. Écoute Albert, présente-toi aussi auprès des Congolais, comme on dit, de nous autres les Congolais d'en bas. Parce qu'on lui a mis un cachet, c'est qu'il reste toujours en hauteur. Ben maintenant, il m'a dit simplement, mais non, voilà, mais les Congolais, ils ne doivent pas oublier que moi, je suis vraiment ici. J'ai beaucoup de considération pour le peuple congolais, la preuve en est. Ben, je viendrai les voir et je m'exprimerai. Donc je lui laisse la place. Et donc nous allons recevoir notre frère Albert Moleka. Tout d'abord, je tiens à remercier mon frère Roland pour l'invitation. Il est vrai que c'est depuis de longs mois pour Lusanga et avant au niveau de la Pareco que je le suivais à travers ses écrits. Et puis au niveau de Lusanga, j'ai été quand même assez surpris de sa persévérance dans la recherche de rassembler différentes organisations dans une synergie. Et j'insiste sur le mot la persévérance, parce que je sais à quel point il est difficile de convaincre les Congolais, malgré les différences de pensée, d'idéologie, mais à pouvoir se rassembler autour d'un objectif commun. Bon, je vais me présenter rapidement. À ma naissance, j'étais baptisé Albert Paul Victor Moleka Nzoko, c'est-à-dire que ma famille n'a pas attendu le recours à l'authenticité pour me baptiser selon les traditions. Je suis né le 13 janvier 56, c'était un vendredi 13, à l'hôpital général. Nous habitions à l'époque sur l'avenue Djolou, numéro 19, à la commune de Dendal, que aujourd'hui vous connaissez sous le nom de Kassabougou. Joseph Kassabougou d'ailleurs était notre bourgmestre, donc je l'ai connu très petit. J'ai eu aussi la faveur de connaître très petit Patrice Emery Lumumba qui nous fournissait la bière Polar au ciné-bar Petit Bois, s'il y a encore des vieux qui se souviennent de ça. Quand il fut comptable, non? Oui. Et ils faisaient aussi leur réunion. Là, mon père était un lumumbiste invétéré. Il est arrivé plusieurs fois la nuit que je le vois rentrer à la maison, le visage défiguré ou ensanglanté, le sort qu'il subissait de la force publique de l'époque. En 1958, j'avais 2 ans lorsque mon père m'a étonné en me faisant pour la première fois voir un avion. Et c'est l'avion qu'il prenait pour aller à l'exposition universelle de Bruxelles. Mon premier souvenir politique, c'est le 4 janvier 1959, où j'avais presque 3 ans. Mais je me souviens des images
devant notre parcelle sur ce qu'on appelle maintenant l'avenue Chabat et le coin du Kandakanda. Nous habitons 65 Kandakanda. Et je me souviens simplement de l'image des gens qui affrontaient la force publique qui venait de Huilery, des gens qui descendaient Kandakanda, qui les affrontaient, certains étaient torse nu, et je voyais la force publique tirer, et certains, quand la force publique tirait, faisaient comme ça, et les balles tombaient. Ce sont mes premiers souvenirs politiques. Et la légende aussi que Patrice Emery Lumumba était invulnérable aux balles. Très jeune, disons à l'âge de 7 ans, nos parents nous ont envoyés en Europe. J'ai vécu 17 ans en Belgique, donc 15 ans à Liège, avant d'aller 2 ans aux États-Unis pour faire mon master en relations internationales au Johns Hopkins University à Washington. C'est d'ailleurs lors de ma dernière année d'études en 82 que j'ai lu la lettre ouverte des 13 parlementaires. Un ami travaillant au département d'État m'a fait lire. Ce qui m'avait étonné d'abord, ce n'était pas tellement la hardiesse du contenu de la lettre, mais les signataires. Parce que les signataires, moi je les connaissais tous comme amis de Mobutu, proches de Mobutu. La plupart aussi étaient amis de mon père. Et la question je me posais, mais qu'est-ce qui s'est passé entre tous ces amis pour que maintenant un groupe écrive une telle lettre? Dieu a voulu que 3 années plus tard, je sois exposé au phénomène UDPS à travers un ami qui avait été arrêté et qui faisait partie de notre structure dirigeante de l'équipe de football que mon grand frère et moi-même dirigeons à l'époque, le FC Kalamou. Ayant entamé des démarches auprès du général Maélé à l'époque pour le faire libérer, vu que je dérangeais beaucoup Maélé, à un moment Maélé me dit, mais yo ndenge ozotumisa mpona oyebi te moto aza moto ya UDPS. Non, il y a Donati, courageux, c'est quoi cette histoire? Bref, j'ai continué à lui casser les pieds et après 9 jours, il a libéré cet ami qui s'appelle Joseph Sita Ntsonizelo, qui fut d'ailleurs un des premiers dirigeants de l'UDPS Benelux. Et il avait passé 9 jours au cachot du Sarme, dans un cachot où il y a de l'eau jusqu'aux genoux. Pendant 9 jours, dans un cachot, de l'eau jusqu'aux genoux. Donc vous faites tous vos besoins là. Et le jour où il est sorti, il est venu directement du cachot du Sarme, donc de Kitambo, chez moi, j'habitais rue de Matadi. J'étais en train de déjeuner, donc de manger à midi. J'ai senti une odeur pestilentielle dans ma parcelle. Je pensais que c'était le cadavre d'un animal. Puis j'ai vu mon ami surgir devant moi directement. J'ai demandé qu'on l'accompagne à la douche de la piscine. Je lui ai donné un habit, un boubou, qu'il a jusqu'aujourd'hui. Puis après lui avoir donné à manger, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là, toi, avec tu es comptable d'État, tu vas mettre ta famille en danger, ça. Puis il a commencé à m'expliquer comment il avait été chargé par la communauté du Congo. En fait, il était entré en contact avec l'UDPS à l'époque et d'amener la contribution d'une grande frange de la communauté des Congo là-bas. Je lui ai dit, mais toi, qui est ton chef? Qui est ton chef parmi tous ces anciens amis de Mobutu? Non, c'est Kibasa. Je voudrais bien le voir. Je connaissais Kibasa de réputation, comme il avait été ministre des Sports. Bon, je savais aussi qu'il avait eu une aventure avec une de mes tantes.
Bref, j'ai commencé à rencontrer Frédéric Kibassa. Mais pas à l'époque, c'était l'époque de la clandestinité. C'était pas l'époque, c'est pour ça, aujourd'hui, je me demande si les gens réalisent encore la chance qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir s'afficher. Oh, Nganaza, UDPS. Combien de gens n'ont pas perdu leur vie simplement parce qu'ils essayaient de vivre leur UDPS, mais dans la clandestinité. Bref, Frédéric Kibassa et sa famille sont devenus, bon, Frédéric Kibassa est devenu comme un frère pour moi, sa famille même jusqu'aujourd'hui, c'est comme ma famille. À travers Frédéric Kibassa, j'ai découvert vraiment ce que peut signifier d'abord la solidarité, c'est-à-dire que quelqu'un comme Kibassa à l'époque et puis les autres, bon, ils n'étaient pas obligés non seulement de risquer leur vie, mais de perdre tous les avantages qu'ils avaient, si ce n'était pas par solidarité avec un peuple dont ils voyaient les droits être de plus en plus érodés par un pouvoir auquel eux-mêmes avaient aussi collaboré. Il ne faut pas oublier que les initiateurs de l'UDPS, les initiateurs locaux, parce qu'ils étaient quand même aussi, d'une certaine manière, coachés et soutenus par les étrangers. L'ambassade des États-Unis soutenait assez les fondateurs. Donc il y avait quand même cet esprit de solidarité qu'on a retrouvé d'ailleurs plus tard dans les premiers statuts de l'UDPS, où la doctrine de l'UDPS était le solidarisme. Vous vous souviendrez de la fameuse manifestation du pont Kassavubu, où notre contribution était surtout dans le sens qu'à l'époque on n'avait pas tellement de photocopieurs, on avait encore les stencils. Et les tracts, on en a beaucoup fabriqué par le stencil de mon bureau la nuit. Évidemment, la manifestation avait un peu mal tourné, il y a eu beaucoup de blessés, certains sont morts après. Ceux qui connaissent Omer Kamba, Omer avait reçu un coup de baïonnette ici. Et je me souviens de sa plaie purulente quand on essayait de le soigner. Puis après, il fait partie de ceux qu'on a un peu aidé à traverser et pouvoir venir ici en Europe. Comme mon frère et moi, nous avions une équipe de football. Et puis en 88, j'avais ma propre équipe de basketball pour filles à Nongo, pour ceux qui se souviennent un peu de cette époque. Chaque fois qu'on venait en Europe, à l'époque, souvenez-vous, les Congolais, on voyageait avec des malles. Ce n'était pas encore les restrictions Sabina, 2 valises de 23 kilos. On voyageait avec des malles. Donc dans mes malles d'équipement, en dessous, j'avais les tracts d'épaisse, les insignes, tout ça que j'emmenais. Et au-dessus, j'avais les équipements. Mais disons que ma contribution dans l'UDPS, pour moi, a toujours été une histoire assez confidentielle, quoique mes parents, ma famille étaient au courant. Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui de ma famille, ils diront, écoutez, lui, son affaire de l'UDPS, c'est depuis les années 80. Lui, c'est pas un novice dans l'engagement politique, et il a toujours été dans l'UDPS. Je dois avouer que l'UDPS a évidemment beaucoup changé. L'UDPS d'aujourd'hui n'est plus cette UDPS-là. Cette UDPS-là, c'était un parti où chacun s'engageait d'abord avec ce qu'il apportait soit en matière grise, soit de son temps, soit de ses capacités. C'était un parti où une organisation où tout le monde comprenait très bien les risques et tout le monde comprenait très bien que c'était du bénévolat, mais vous sentiez que les gens travaillaient tous dans une même direction, Et je pense que c'est ainsi que l'UDPS a pu toucher toutes les couches
de la société zaïroise à l'époque, parce que la population se sentait concernée et représentée à tous les échelons. À l'époque, l'UDPS était le parti le mieux informé parce que les sentinelles qui sortaient du travail le matin venaient faire rapport de ce qu'ils avaient vu. Le patron a reçu tel, le cuisinier qui servait à manger pouvait dire « Ah tiens, tel général, quand il mangeait avec le patron, voilà ce qu'il racontait ». Et tout cela était assez bien structuré, mais toujours dans la clandestinité. Et vous aviez des gens dont émanait un tel courage. Moi, c'est ce qui m'avait impressionné, c'était d'abord ce courage, puisque, n'oubliez pas, nous sommes au début des années 80, Mobutu, le régime Mobutu était quand même encore assez solide, c'était un régime répressif, quoique à l'époque, à mon avis, Mobutu ne contrôlait plus déjà beaucoup de choses, c'était déjà beaucoup un certain entourage qui s'occupait d'une grande partie des affaires de l'État. J'ai eu là, évidemment, j'avais un certain avantage, vu que Mobutu, moi je l'ai toujours appelé papa, je le connais depuis que il m'a vu naître, c'était un jeune frère pour mon père, et j'avais donc la possibilité et l'opportunité de lui parler de l'UDPS, une opportunité que j'ai saisie à 3 reprises, parler seul à seul de l'UDPS avec Mobutu. Et mon analyse était la suivante, je lui dis, mais papa, à mon avis, ce phénomène du l'UDPS est à votre avantage. Parce que de un, ce sont tous vos amis, vous les connaissez très bien, certains d'entre eux sont vos amis intimes. Et pour moi, il est même difficile de croire que vous ayez un différend politique avec certains d'entre eux. Tellement, si je connais quand même votre intimité avec eux. Et je crois que c'est un phénomène à votre avantage, dans le sens que, de un, ça vous permet de revenir au manifeste de l'Ancélé, et de deux, ça vous permet de vous libérer de ce carcan dans lequel le comité central, les bureaux politiques vous ont enfermé, et vous êtes maintenant tellement loin du peuple. Et des fois je me dis, si à l'époque Mobutu m'avait dit, écoute, moi, tout ça, je n'aurais jamais continué. Mais ce qui est bizarre, c'est que jamais Mobutu ne m'a dit ça. La seule chose qu'il m'a dit, c'est si tu veux parler de cette affaire avec moi, je ne veux aucun intermédiaire. Tu dis à Mutamutu, Mutamutu c'était mon papa, et il t'amènera ici chez moi. On s'est vu 3 fois, on en a parlé, puis on ne s'est plus vu. La 3e fois, il a donné instruction à son protocole, Papa Mena, et Soki Nazongi Kisasa, Robin à moi, Nakoya Otalana. Or lui-même, il coupait la première parole qu'il avait dite, que je ne veux pas d'intermédiaire. Une fois que son entourage était au courant que cet enfant le voit, on ne sait pas pourquoi, de quoi il parle, je n'ai plus vu Mobutu jusque Dengue Akenda, je n'ai plus vu Mobutu. La dernière fois j'ai pu parler avec le maréchal, c'était en décembre 1989. Ça pour mon exposition à l'UDPS, parce que des fois j'apprends dans la diaspora, certains pensent que moi je suis dans l'UDPS depuis 6 ans, ou pas non, mon implication dans l'UDPS est beaucoup plus vieille, mais je n'avais jamais pensé être visible dans mon action dans l'UDPS. Ma visibilité à l'UDPS a d'abord commencé en 2004, lorsque je suis rentré d'un exil de 4 ans en Afrique du Sud. J'ai trouvé mon ami et frère Rémi Massamba, secrétaire général, et je suis allé saluer le président Tshisekedi, que j'avais déjà commencé un peu à
fréquenté, quand on dit fréquenté, c'est dans l'âge adulte. J'ai fréquenté Tshisekedi à partir de 97. Parce que lorsque l'Abdel est entré, il y a eu un épisode où le commandant général Massassou avait arrêté Étienne Tshisekedi. On avait été prendre Étienne Tshisekedi chez lui à Limité. On l'avait amené à Montfleury où habitait Massassou. Or, Massassou occupait la maison de mes parents. Et comme ils avaient laissé toutes les photos au mur, quand Tshisekedi est rentré, il a dit « Mais ça, c'est pas ta maison, c'est la maison d'Ignace Moleka. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Donc j'avais commencé à fréquenter Tshisekedi, et comme à l'époque j'avais surtout une activité pastorale et aumônière, je suis aumônier des prisons depuis 20 ans. Donc toutes ces personnes, les Eugène, Coutinho, Mokia et Mike, je les accompagne au niveau de la prison. Et j'avais reçu un message pour Étienne Tshisekedi. Je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, papa, Dieu me dit de vous dire que le peuple vous appelle Moïse, Moïse, et il semble que vous acceptez ce nom de Moïse. Mais priez Dieu pour qu'il fasse de vous un Josué. Que Dieu fasse de vous un Josué. Et plus tard, dans le cadre de notre relation de travail plus intime, j'ai eu l'occasion de temps en temps de lui rappeler cette parole. Donc en 2004, j'ai trouvé Rémi secrétaire général de l'UDPS. J'ai été salué le président avec Rémi, ce jour on était avec Bonan de l'Antima. Et après les civilités, le président Tshisekedi me demanda, bon maintenant que tu es revenu, tu vas travailler avec nous. Moi j'ai dit, mais papa, j'ai toujours travaillé avec l'UDPS, mais vous savez que je n'aime pas travailler en visibilité, c'est tout. Toujours est-il qu'en décembre, j'ai été surpris de voir dans le journal, je crois que c'était dans le Phare, dans la liste du nouveau comité national, j'ai vu mon nom. Par courtoisie, j'ai écrit une lettre de remerciement au secrétaire général pour transmettre au président national, tel qu'on l'appelait à l'époque. Et bon, nous avons continué à être en contact. De temps en temps, lorsque j'avais des visiteurs, je les présentais, je les introduisais aussi chez le président Tshisekedi. Notamment, et c'est très important à signaler, en août 2005, je lui ai présenté en fait un des initiateurs, M. Doko, un personnage un peu particulier aux États-Unis, qui est père spirituel et encadreur spirituel, disons, de beaucoup de politiciens, beaucoup de sénateurs, de congressmen, par exemple Hillary Clinton. Et cet homme-là avait dit à Tshisekedi, écoutez, Emmanuel, parce que Emmanuel c'est le nom qui m'a été donné lors de ma conversion, il dit, Emmanuel m'a parlé de vous et je suis impressionné. Je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais j'ai des amis partout au monde et à partir d'aujourd'hui, mes amis sont vos amis. Étienne Tshisekedi a commencé à présenter des problèmes de santé en fin 2006, mais surtout 2007, qui ont provoqué qu'il soit évacué en Afrique du Sud, puis de l'Afrique du Sud en Belgique. Et, bon, je peux dire que depuis novembre 2007, je n'étais plus en contact avec Étienne Tshisekedi. La première semaine d'octobre 2008, il m'enverra son fils Félix, qui à travers un ami commun a contacté pour me voir. Il est venu chez moi à la maison, il m'a dit voilà, le vieux m'a demandé, c'était un vendredi, le vieux m'a demandé de te donner son numéro à Bruxelles et que tu l'appelles lundi à 11h. J'ai demandé de quoi il s'agit, il dit non, je ne sais pas de quoi il s'agit, il m'a dit seulement de te donner son numéro pour que tu l'appelles.
Le lundi, j'ai appelé M. Tshisekedi. Il m'a dit, voilà, pasteur, je voudrais vous demander si vous pouvez accepter de m'aider et d'être mon assistant et porte-parole. Bon, à l'époque, il y avait des problèmes dans le parti, l'affaire Belgica, tout ça, pour ceux qui suivent un peu l'histoire de l'UDPS. Je lui dis, Monsieur le Président, il m'est difficile d'accepter parce que je suis très occupé. Nous avons les problèmes de la famille. Papa est mort depuis 6 ans, nous n'avons pas terminé les problèmes de succession. J'essaie aussi de relancer mes propres affaires. Or, assistant dans la situation actuelle du parti, c'est un travail quasiment à plein temps et je n'aurai pas le temps. Comme il insistait un peu au téléphone, par respect, j'ai demandé qu'il me donne 24 heures, que je le rappelle le lendemain. Lorsqu'on a terminé, je me suis assis à mon bureau et j'ai dit, bon, Seigneur, c'est quoi cette histoire? L'UDPS, nous sommes familiers avec ça depuis longtemps, mais on n'a jamais voulu être visible. Et cette histoire que M. Tshisekedi me demande être exposé devant les gens, c'est passer son temps à se faire insulter, tout ça, j'ai autre chose à faire. Mais l'Esprit Saint distinctement m'a dit immédiatement, non, c'est moi qui t'envoie pour aider cet homme. Et lorsque l'Esprit Saint vous donne un commandement, il n'y a aucune résistance qui peut encore tenir. C'est ainsi que le lendemain, j'ai appelé M. Tshisekedi, j'ai dit, Monsieur le Président, Dieu me dit que c'est lui qui m'envoie pour vous aider. Donc comptez sur mon honnêteté, mon intégrité, tout ça. Lui me dira directement, oui, je sais, j'ai déjà préparé la décision, j'avais déjà signé. Sachez que c'est une fonction très difficile, très dangereuse. Les gens vous critiqueront, parleront du mal contre vous. Fermez vos oreilles, faites votre travail. Il ne faut pas oublier que Etienne Tshisekedi, donc, il m'a nommé par une décision le 8 octobre 2008, assistant et porte-parole, mais il n'est rentré en RDC que le 8 décembre 2010. Donc pendant 2 années pleines, on a évolué à 7000 km l'un de l'autre. Et évidemment, au départ, ce n'était pas facile des fois de convaincre les gens, voilà, Etienne Tshisekedi a dit ceci ou a dit cela. Donc je devais toujours recourir à un système bien simple, qui était que lorsque je sentais une résistance, pas par rapport aux instructions du président, mais une résistance par rapport, les gens voulaient être sûrs que cela venait de lui. C'était simple, je me débrouillais pour que ces gens puissent l'avoir au téléphone. Où on réunissait les gens à la permanence et Etienne Tshisekedi parlait à travers les haut-parleurs, où j'organisais des interviews avec des radios chinoises ou une radio même à Mbujima une fois et à Goma une autre fois. Parce que j'avais compris qu'Etienne Tshisekedi lui-même, dans sa manière de gérer son parti, avait instauré une intimité et une proximité avec les combattants de tout niveau qui fait que, bon, si quelqu'un n'est pas convaincu ou rassuré que ce que vous dites vient d'Etienne Tshisekedi, ne forcez pas, trouvez-lui, passez-lui Etienne Tshisekedi, sinon il ne vous parlera simplement pas tant qu'il n'aura pas entendu. Or, lorsqu'il entend Etienne Tshisekedi, bon, ça renforce aussi votre crédibilité par rapport à ce que vous transmettrez par après venant d'Etienne Tshisekedi. Nous avons eu l'honneur d'accompagner Etienne Tshisekedi sur la route des élections. Nous n'étions pas avec lui sur le terrain. Il avait dit qu'il avait préféré que le secrétaire général Chabani, comme il disait, nous gardions la maison. Ce que moi j'ai qualifié un mode de terrorisme électoral, bien sûr il y a plusieurs analyses concernant ce qui est arrivé.
La mienne, c'est que ce n'est pas tellement que, oh, c'est les Blancs qui nous ont imposé Kabila, tout ça. Non, je crois que il ne faut pas non plus que nous, les Congolais, nous fuyions trop nos propres responsabilités. Parce que lorsque nous fuyons trop nos propres responsabilités, nous ne faisons que repousser cette libération pour laquelle nous combattons. Ce que moi j'ai vécu, et ça c'est ce que moi j'ai vécu, puisque une de mes premières préoccupations lorsque Étienne Tshisekedi était rentré au Congo, c'était de pouvoir qu'il puisse renouer le contact avec la communauté internationale, c'est-à-dire avec les ambassadeurs, puisque vous savez que depuis 1992, par exemple, il y avait toujours un problème entre Étienne Tshisekedi et les Américains, aussi les Belges estimaient qu'ils l'ont beaucoup aidé à plusieurs reprises, mais chaque fois à leur hache, ils n'étaient pas présents là où il avait promis d'être. Donc il fallait reconnecter quand même cette communauté internationale à Limete. Et le premier ambassadeur qui a tenu à être le premier à rencontrer Étienne Tshisekedi, c'était l'ambassadeur de Belgique, qui nous a reçus à déjeuner le 16 décembre, ça c'était 2 jours après la clôture du congrès. Et après, au courant de l'année, les autres ambassadeurs sont venus, tout ça. Et une chose sur laquelle tout le monde était d'accord et tout à fait explicite, que ce soit les étrangers ou les Congolais, c'était que si Ngoï Moulouya a été désigné à la tête de la CENI, ce n'est sûrement pas pour publier le nom d'Étienne Tshisekedi à la fin. Donc, il fallait voir quelles sont les stratégies ou les moyens ou les efforts à conjuguer pour pouvoir bloquer cette stratégie que nous connaissions déjà. Et pour certains, dont les Occidentaux, il fallait absolument pouvoir rassembler toute cette opposition autour d'Étienne Tshisekedi, de sorte que, techniquement, il soit possible que cette opposition, avec un certain soutien bien sûr, puisse par exemple avoir des témoins dans tous les 66 000 bureaux de vote. Or, la vérité, c'est que ce soit l'UDPS ou les autres partis d'opposition, aucun parti n'a pu être présent dans les 66 000 bureaux de vote, donc aucun parti n'a en sa possession les véritables résultats. Ce que moi je peux prouver, c'est que j'ai une démonstration empirique même qu'il est impossible que Étienne Tshisekedi n'ait pas gagné. Mais dire que nous avons tous les résultats des 66 000 bureaux pour dire que c'est tel qui a gagné ou tel qui a gagné, personne n'a ça. Or, cette élection était menée d'une façon tellement cavalière que lorsque vous regardez la cartographie des bureaux de vote, il y a certains bureaux de vote qui se trouvaient sur le fleuve Congo. Je ne sais pas si les gens ont voté sous l'eau, mais il y avait... Et donc, comme les forces de l'opposition n'étaient pas assez organisées sur le terrain, c'est ce qui a rendu aussi, même après les élections, vous vous souviendrez que grâce à la diaspora, aux pressions de la diaspora, à Washington par exemple, tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, il y a eu des sessions spéciales sur les résultats des élections en RDC, et en fin de compte, l'exigence que les gens faisaient à la fin, c'est donc, ok, apportez-nous assez de
PV de bureau de vote pour que nous puissions être sûrs, au-delà de tout doute. Et là, tant la diaspora que bien sûr l'opposition n'a pas encore pu fournir cela. Mais il y a une démonstration empirique qui montre très bien que, bon, comme l'a dit un des responsables de la MONUC, a toujours dit, Albert, personne ne pourra te démontrer que la PTNCD du papa, personne ne peut te démontrer que papa a perdu ses élections. Donc il ne faut jamais appeler Kabila président. C'est pour ça que je dirais que dans mes déclarations, tout ça, je peux parler de M. Kabila, de Joseph Kabila, mais pas de président. Voilà, après les élections de 2011, là je voudrais parler un peu de ce que vous, la diaspora, avez fait, parce que tel que moi je l'ai vécu là-bas, sachez que c'était arrivé à un point où un jour l'ambassadeur de Belgique m'a appelé pour me demander de transmettre à M. Tshisekedi un peu leur indignation, et qu'il voudrait que M. Tshisekedi lance un message clair à la diaspora pour que la diaspora se calme. Je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, je pense que c'est un message qu'il vaut mieux que vous-même vous veniez lui transmettre. Et là, je peux lui demander s'il peut vous recevoir. Finalement, Étienne Tshisekedi a accordé l'audience et l'ambassadeur de Belgique était venu avec son collègue de Grande-Bretagne et son collègue de France. Étienne Tshisekedi leur a dit, mais vous savez, la réaction que vous voyez là-bas, ce n'est pas la réaction de l'UDPS, c'est la réaction des Congolais. Et vous croyez que tous ces Congolais ont une carte de membre de mon parti? Non. Je vous ai toujours dit que vous devez faire attention, vous devez écouter quand même les désirs du peuple congolais, mais vous vous entêtez toujours à ne pas considérer les désirs du peuple congolais. Et maintenant, parce qu'il y a quelques magasins qui sont cassés ou des voitures cassées, c'est pour ça que vous commencez à trembler. Mais c'est une réaction de Congolais, ce n'est pas une réaction de l'UDPS, c'est une réaction du parti. Personnellement, je pense qu'il a manqué un petit quelque chose à la diaspora, mais qui est très important et qui, j'espère, à travers des initiatives telles que celle de notre frère Mena et d'autres aussi peut-être que cette lacune pourra être comblée. C'est-à-dire qu'il a manqué, à mon avis, à la diaspora, un leadership clair, un leadership, je dirais même presque intellectualiste, qui puisse transmettre toutes ces manifestations, toutes ces positions, ces revendications en une position politique claire, en revendication politique claire, et devenir un interface de tous ces gouvernements. Parce que ces gouvernements étaient vraiment déroutés par les actions de la diaspora, mais en même temps, ils n'avaient pas un interlocuteur valable ou clairement identifié. Et vous savez que c'est toujours un peu notre faiblesse. C'est quand il s'agit de désigner quelqu'un, on oublie qu'il n'y a toujours qu'un seul fauteuil. Il n'y a toujours qu'un seul fauteuil. Mais on n'a pas à se tuer pour ce fauteuil. Il ne faut pas non plus sacrifier toute une cause simplement parce que, bon, yé mutako loba, to yé mutako zalawana, mais à Ozalawana, pour notre cause à nous tous. C'est pour dire que, à mon avis, tant au niveau de ce que vous, la diaspora, pouvez contribuer, tant au niveau de ce que nous, là-bas sur le terrain, faisons,
Si nous ne comprenons pas que on a besoin de cette unité, on a besoin de se rassembler, on a besoin de créer un poids. Et lorsqu'on a ce poids, on a besoin de présenter un leadership qui sait transmettre et traduire fidèlement les aspirations de ces entités. Nous risquons de tourner en rond très longtemps, mais comme d'un autre côté, le régime, c'est comme un fruit mûr actuellement. Et nous risquons aussi qu'à tout moment, quelque chose arrive. Quelque chose arrive, mais quelque chose que nous ne contrôlons pas, quelque chose qui nous prenne de vitesse et qui puisse nous renvoyer encore dans ce que nous avons connu dans les années 97. Donc je voudrais vraiment saisir cette occasion que me donne mon frère Roland, encore une fois pour vous encourager à créer ces synergies et puis ne pas avoir peur de l'ambition de l'autre. Vous savez, c'est quelque chose qui constitue un véritable handicap dans toutes nos entreprises politiques congolais. On veut toujours se comporter comme si l'ambition n'est réservée qu'à quelques-uns ou à quelqu'un. Nourrir une telle ambition, c'est le crime de lèse-majesté. Or, je crois que c'est une richesse plutôt pour le Congo d'avoir des enfants qui sentent en eux un appel ou une mission qui se traduisent par une ambition. Je crois que je peux m'arrêter là. S'il y a 2 ou 3 questions. Voilà. Na mopaya, oyo ke mopaya wana mosala na ye, eza pe justement soit pour conduire, tout pour inspirer politique il y a un gouvernement na ye concernant Mboka na Bino. Je crois que je vais prendre simplement un exemple. Congo eza kati na Afrique, non? Eza kati na continent. Donc toza biso moko te na Afrique. Comment Congo ou vivre sans un contact na ba Congolais à Branga, na ba Centrafricain, na ba Afrique eza na monde. Il y a les continents américains, les continents européens, les continents asiatiques, océaniques. Ce qui nous a sali tous ces continents, c'est que ces continents ont des choses à faire ensemble et sont basés dans la relation des fois même non seulement une communauté d'objectifs, même une communauté d'intérêts. Je crois que dans la pratique, ce qui moto olingi aussi la politique, s'intéresser vraiment à la politique, à mon avis, la politique a 3 sous-bassements majeurs. Il y a bien sûr vos convictions politiques, il y a vos stratégies politiques et il y a aussi votre capacité de relation. Par exemple, beaucoup allons en guerre contre Mboka Mongoboué. Mais la finalité, c'est quoi? C'est d'avoir la paix. La paix au Salamonanan. Si on soit au bilan, en tout cas, nous ne solanez jamais. Au solanez jamais. Paix au Sala d'ennemi. Les années na kati ya libala, to na kati ya ndako, ova na lopango na yo. Voisin, soko li voisin na yo te ça va, mais soki voisin wana mai elega pe pai na ye, soki azwi mwa pan moko ya mai epai na ye et bloqué pe tuyo na yo. Mokolo ozwa pan osala nini? Au préféré ovanda sans mai plutôt que oyo moswana voisin ata olingaki te. Et je crois qu'il faut... Négorémi a dit quelque chose qui m'a touché, parce que je dois reconnaître que c'est vrai. Le mensonge, tu utilises trop facilement le mensonge sur nous-mêmes, sur les uns contre les autres. Et là, Moussousou,
Je crois que ce qui est très important, peut-être pour changer mentalité Nabiso par rapport à la politique, parce qu'en fait, il n'y a pas un Nabiso comme dans beaucoup de pays. Leader politique, tout parti politique, il tient à pouvoir, donc tant qu'au Pessinga pouvoir, je ne peux rien faire pour toi. Mais si par exemple, les Congolais, il y a un gars qui dit non, avant Kabila égale après Kabila. La question, donc, le Gambo est prioritaire pour le Congolais aujourd'hui. C'est quoi? À Kouakolia, à Kouzamusala, après les transports, les mailles, les courants, tout ça. Est-ce que vraiment l'engagement politique, il faut ça là? Tiens, à pouvoir de nos pesos de l'Owana. Tant que tu as été, je ne vais pas le faire. Mendicité à moi combien là? Je crois qu'il faut côté on a tout réaliser une chose, hein, c'est que amalgame ça ne nous sert pas. Il faut aussi que bateau bazana moins capacité, tout pola, tout batanga, tout bazana moins expérience, bazo un peu responsabilité dans bango. Des fois c'est un risque parce que des fois quelqu'un ne sait même pas supporter que vous discutez directement et quoi un langage violent ou des actes violents, mais là on peut faire un exemple concret. Voisin d'Anga, il y a ban, il y a école primaire qui copiait toujours sur moi. Hein? Lélo, il est ministre de l'économie de la région wallonne depuis presque 10 ans. Il est ministre de l'enseignement supérieur de la communauté française. Il est un des vice-présidents de la Parti socialiste belge. Et depuis 1979, cabinet né d'avocat, c'est le cabinet de M. de Malta Forest. Hein? Quelqu'un que je connais depuis 1969. Voilà les gens, mon corps, tout ça, tout voilà contact. Là, je vais dire quoi? Parce que c'est les Belges là, ça la vision m'a bien en boca. J'étais à Bruxelles, il m'a appelé, je suis à Singapour, quand je reviens, quand tu viens à Bruxelles, on doit manger ensemble. Mais la même personne, en 2010, mais vous êtes le Parti socialiste, nous sommes des sociaux-démocrates. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Oui, ça m'intéresserait, la jeune Nabino, la jeune Nabiso, etc. Mais je peux dire que ce qui m'a commandé en les autres, ce n'est pas à cause d'eux. Souvent, c'est à cause de nous aussi. Ce qui y a, il y a un marché, il y a un marché, il y a des Français qui ont profitable de ton Alisanga. Mais ils ont combattu par banane. Moi, je ne peux pas vous cacher, depuis que Kobo Nangé Bimina Dikambo, combien de coups de fil je n'ai pas reçu. Ah, Keba, ok, Kula, ah, Keba. Je suis très content que la Moni apparaît. Ça me soulage fortement, parce que je vois qu'il y a vraiment un espoir. Et moi, je crois à cet espoir. Unité aujourd'hui, désunion demain. Moto a raison parce que à vivre en bout trop. À vivre en bout trop. Bon, est-ce que mais nous avons préparé le terrain à Moutoumouroté? Est-ce que vous avez mais tant que Ndegen de Koremi à l'Ubiwana, il faut éviter qu'avant Kabila, comme après Kabila. Aujourd'hui, quel est ce parti politique ou ce mouvement qui peut se targuer vraiment de dire en toute vérité que Ngalelo, ce qui n'a eu pouvoir, voilà, coup de fil Nanga Liboso, on fait ça, projet Nanga Liboso, il y a 1 milliard Nanga Liboso, on fait ça, Songolo, pour la tâche, mais je suis intéressé par des choses que j'ai entendues chez lui. Je vais lui demander son numéro parce que quand on discuter d'une manière pratique, on ne peut pas encore en parler ici. Non.